Africains de la diaspora, arrêtez de croire que un gros ventre est un signe de richesse. Dans la plupart de nos pays africains, on nous a toujours appris ça. Un homme qui a du ventre, c'est un homme qui a réussi. C'est un homme qui mange bien. C'est un homme dont la femme prend bien soin. C'est visible, c'est respecté et c'est même enviable. On n'a qu'à regarder autour de nous nos ministres, nos cadres, nos hommes d'affaires. Ces hommes qu'on appelle patrons, ces hommes qu'on appelle boss, la plupart ont du ventre et ce ventre-là, il fait partie de leur image et confirme leur statut. Le problème, c'est que cette croyance-là est profondément ancrée dans notre culture. Et voilà ce que personne ne te dit. Ce ventre est en train de te tuer en silence. Et si c'était déjà dangereux d'avoir cette croyance-là en Afrique, le mode de vie que tu as adopté ici en Occident, au Canada, en France, en Belgique, aux États-Unis, est en train d'empirer la situation. Dans cette vidéo, je vais te dire quelque chose de difficile à entendre, quelque chose qui fait mal, mais que tu dois absolument comprendre parce que quand les conséquences arriveront, ce ne sera pas le sorcier du village qu'il faudra accuser, ce sera tes propres habitudes. Reste bien jusqu'à la fin et sois attentif parce que cette vidéo est probablement la plus importante que tu vas regarder cette année par rapport à ta santé. Si c'est la première fois que tu es ici, je m'appelle Arthur, je suis infirmier, coach certifié précision nutrition et fondateur de Virage Méditerranéen. En 2021, j'ai été diagnostiqué d'une stéatose hépatique, encore appelée foie gras. Mon foie était engorgé de graisse viscérale, un type de graisse qui se loge autour des organes vitaux. Suite à ce diagnostic, j'ai mis en place une méthode qui m'a permis d'éliminer cette graisse, de retrouver mon énergie et de guérir naturellement de ma stéatose hépatique. Aujourd'hui, j'aide les hommes de 40 ans et plus à faire exactement la même chose, perdre le gras du ventre, en particulier la graisse viscérale, retrouver une énergie stable et reprendre le contrôle de leur santé pour profiter pleinement de leur vie, de leur famille et de ce qui compte réellement pour eux, sans compter les calories ni se tuer à la salle de sport. Si tu te reconnais dans ce que je viens de décrire et que tu veux qu'on regarde ensemble si cette méthode est faite pour toi, tu peux réserver un appel gratuit avec moi. On fait le point sur ta situation et on voit si on peut avancer ensemble. C'est le premier lien en description. Maintenant, d'où vient cette croyance selon laquelle avoir un gros ventre est un signe de richesse? Et pour la comprendre, il faut remonter à un contexte où la famine n'était pas un concept abstrait. C'était la réalité quotidienne dans de nombreuses régions en Afrique. Dans ces sociétés marquées par l'insécurité alimentaire, avoir un corps corpulent voulait dire une seule chose. Tu avais accès à de la nourriture. Et ça, c'était un privilège réservé à très peu de gens. Être maigre, au contraire, était souvent interprété comme un signe de maladie, de pauvreté et parfois même de malchance. La logique était donc simple. Quand tu étais en surpoids ou obèse, tu étais perçu comme bien nourri, riche et puissant. En Afrique subsaharienne, par exemple, le concept de Big Man est bien documenté en anthropologie politique. Il désigne un homme de pouvoir, le chef, le notable, le patriarche, comme on dit souvent, dont l'autorité va reposer sur sa capacité à festoyer, à nourrir sa communauté, à entretenir des réseaux dépendants. Et sa corpulence physique était la preuve visible de sa capacité. Son ventre signifiait « je mange bien et je peux faire manger les autres ». Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'en Ouganda, par exemple, certaines études expérimentales ont montré que des agents de microfinance avaient tendance à évaluer les demandes de prêts en se laissant influencer par le poids des candidats. Ça veut dire que plus tu étais corpulent, plus on considérait que tu étais fiable financièrement. Donc, ton ventre devenait en quelque sorte ce qu'on appelle ici au Canada ta cote de crédit. Mais ce que tu dois savoir aussi, c'est que cette logique-là, elle n'était pas juste réservée aux élites ou aux hommes de pouvoir. Elle se vivait même dans les familles ordinaires au quotidien. Un homme, par exemple, qui revenait au village après avoir travaillé en ville et qui avait pris du poids, on disait de lui qu'il avait réussi. On le regardait avec respect et on le prenait en exemple pour les autres. Et chez les femmes, c'était pareil, voire encore plus marqué. Parce que tu dois comprendre qu'en Afrique, une femme avec des rondeurs, une femme avec des formes, c'est une femme qui est considérée comme étant en bonne santé. C'est une femme qui est fertile. C'est une femme qui est désirable. C'est ce que beaucoup d'hommes recherchent et mettent en valeur. Une femme ronde, on considère que son mari prend soin d'elle, qu'il remplit son rôle de pourvoyeur. Par contre, une femme qui est mince, parfois on va se poser des questions. On va se demander si son mari la nourrit bien. On va se demander si tout va bien dans le foyer. Et encore aujourd'hui, j'ai rencontré des femmes ici au Québec qui pensent sincèrement que leur rondeur, que leur surpoids, c'est un signe de santé. C'est ce que les hommes aiment. C'est ce qui les rend attirantes. Donc, ces croyances-là, elles ont traversé les générations et elles ont été transmises de parents à enfants et de l'Afrique jusqu'ici en Occident. Et c'est exactement là que ça empire le problème. Parce que oui, ces croyances avaient une certaine logique dans leur contexte d'origine, mais ça ne veut pas dire qu'elles étaient acceptables pour la santé. Un gros ventre, que ce soit hier ou aujourd'hui, que ce soit en Afrique ou ailleurs, ça reste de la graisse abdominale. Et cette graisse-là,
elle a des conséquences sur ta santé. Ce qui vient un peu atténuer le risque en Afrique, c'est le mode de vie et c'est encore le cas aujourd'hui. En Afrique, les gens bougent, les gens marchent, les gens font des travaux physiques au quotidien. On se déplace à pied, on vit en communauté, on socialise. L'activité physique, ce n'est pas un abonnement au gym, c'est un rythme de vie qui est normal. Et c'est cette activité physique qui vient compenser et réduire les risques liés à cette graisse abdominale. C'est pourquoi de manière générale, la plupart des maladies qu'on retrouve en Afrique, ce sont des maladies qui sont aiguës, ce sont des maladies qui sont infectieuses et qui sont souvent liées à l'environnement. Mais qu'est-ce qui se passe quand on prend ces mêmes croyances-là, on prend ces mêmes habitudes-là et qu'on les amène dans un environnement qui est complètement différent? Au Canada, en France, en Belgique, aux États-Unis, en Occident. En réalité, il existe un phénomène bien documenté en santé publique au Canada qu'on appelle l'effet de l'immigrant en bonne santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'à leur arrivée au Canada, les immigrants africains sont en moyenne en meilleure santé que les Canadiens de naissance. Moins d'obésité, moins de diabète, moins de maladies chroniques. Pourquoi? Parce qu'ils viennent des milieux où on marche plus, des milieux où on mange plus naturellement, des milieux où on consomme moins de produits transformés, des milieux où le stress est moins présent et où la vie est sociale et communautaire. Mais voilà ce qui se passe ensuite. Des études de Statistique Canada montrent que cette avance en santé s'érode avec les années. Selon une étude qui a été publiée dans la revue Health Report et citée par Santé Canada, 15% des immigrants récents rapportent un déclin significatif de leur santé dans les 4 premières années suivant leur arrivée contre seulement 6% dans la population canadienne de naissance. Et après 10 à 20 ans au Canada, la santé des immigrants rejoint puis dépasse en problème celle de la population générale. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que quand tu arrives, tu es en meilleure santé que tout le monde et quelques années plus tard, tu es en pire état. Et ça, je pense que ça devrait nous faire réfléchir sérieusement. Et quand on regarde les facteurs qui expliquent cette dégradation, tout s'explique. D'abord, il y a l'alimentation. En arrivant ici, progressivement, on va remplacer nos aliments naturels par des aliments industriels. Ça veut dire plus de sucre, plus de produits transformés, plus de fast-food. Donc, des habitudes alimentaires qui étaient protectrices en Afrique laissent place à un régime qui favorise la prise de poids, l'inflammation et les maladies chroniques. Ensuite, il y a la sédentarité et c'est très très important parce que on passe d'un milieu où on marchait, un milieu où on bougeait au quotidien, à un environnement où tout le monde a une voiture, à un environnement où on travaille assis et en hiver, on sort à peine de chez soi pendant plusieurs mois. Il y a aussi un facteur qui est selon moi le plus important, c'est le stress de l'adaptation. Le stress de l'immigration, la solitude, la pression de l'intégration, les barrières culturelles, ce stress-là, il est chronique. Et le stress chronique, ça a un impact sur la santé. Un autre point, c'est la prédisposition génétique. Ce que tu dois savoir, c'est que les personnes d'origine africaine ont une sensibilité plus élevée au dérèglement métabolique, le diabète de type 2 par exemple, l'hypertension. Ça veut dire que même à poids égal, le risque est plus élevé que dans d'autres populations. Et enfin, il y a l'accès limité aux soins de santé. Ça, c'est un gros problème ici parce qu'au Canada et particulièrement au Québec, avoir accès à un médecin de famille, c'est déjà difficile pour tout le monde. Mais pour un immigrant qui vient d'arriver, c'est encore plus difficile. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles moi-même j'ai tardé à aller consulter quand je me sentais mal en 2021 avant mon diagnostic de stéatose hépatique. Donc, c'est ça qui fait que les problèmes s'installent et progressent sans qu'on ne les détecte. Donc, tous ces facteurs-là combinés font en sorte que la situation s'empire très rapidement. Et tout ce que je dis là, je ne parle pas de manière théorique. Je l'ai moi-même vécu. Je suis l'exemple parfait. Ce que tu dois savoir, c'est que quand je suis arrivé au Québec, j'étais relativement en bonne santé. Et 2 ans plus tard, j'ai été diagnostiqué de stéatose hépatique, de foie gras. Je me sentais fatigué tout le temps, je manquais d'énergie, mes performances scolaires ont même chuté et je ne comprenais pas pourquoi. Cela a même failli me coûter un échec durant ma formation en soins infirmiers. Donc mon mode de vie avait complètement changé. J'étais devenu plus sédentaire, sans parler du stress lié à l'immigration, à l'adaptation, à l'hiver et à tout ce qui va avec. Et ce que j'ai vécu, j'en parle parce que des milliers de personnes de notre communauté le vivent en ce moment même. Et quand on regarde les statistiques, c'est très alarmant parce que les populations africaines et noires en Occident sont parmi les plus touchées par le diabète de type 2, l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires de manière générale. Et toutes ces maladies-là, elles ont un point en commun. En médecine, on les regroupe sur un terme qu'on appelle le syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, c'est quoi? C'est tout simplement un ensemble de facteurs de risque qui se retrouvent chez la même personne. Ça veut dire par exemple un taux de taille qui va être élevé, une pression artérielle qui va être élevée, un taux de sucre dans le sang qui est trop haut, un excès de mauvais cholestérol. Et quand tu cumules plusieurs de ces facteurs-là, ton risque de développer le diabète de type 2, de faire un AVC ou de faire une crise cardiaque augmente considérablement. Et aujourd'hui même, je reçois plusieurs personnes en appel, des hommes de notre communauté. Et la plupart de ces personnes, quand elles arrivent, elles veulent perdre du gras. Mais quand on commence à parler de leur santé, qu'est-ce qui en ressort?
l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la stéatose hépatique. Et ce qui est important et que tu dois absolument comprendre, c'est que tous ces problèmes-là, en réalité, ils sont liés à une cause que très peu de gens connaissent ou comprennent. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Et pour t'expliquer c'est quoi la résistance à l'insuline, il faut que tu comprennes c'est quoi l'insuline. L'insuline, c'est tout simplement une hormone qui est produite par ton pancréas pour gérer le taux de sucre dans ton sang. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'à chaque fois que tu manges, ton taux de sucre augmente et ton corps va libérer l'insuline pour ramener ce taux à la normale. Le problème, c'est que quand tu manges trop souvent, trop sucré, trop transformé pendant des années, ou bien que tu vis du stress au quotidien, ou que tu as un mode de vie qui est inadapté, une mauvaise qualité de sommeil, la sédentarité, ton corps va produire de l'insuline en excès, ok? Cette hormone-là va être déréglée. Et tes cellules, à force d'être sollicitées par cette insuline-là, ne répondent plus bien et deviennent résistantes à un moment donné. C'est comme si tu frappais à une porte tous les jours, plusieurs fois par jour, et qu'à un moment donné, la personne à l'intérieur arrêtait de t'ouvrir. C'est exactement ce qui se passe. Et quand ton corps devient résistant à l'insuline, c'est là que tout commence. Le sucre reste dans ton sang, la graisse s'accumule autour de tes organes vitaux, ton foie, ton pancréas, ton cœur, tes intestins. C'est ce qu'on appelle la graisse viscérale. Et elle est différente de la graisse sous-cutanée, celle que tu peux pincer avec tes doigts. La graisse viscérale, tu ne la vois pas, tu ne peux pas la pincer. Elle se loge en profondeur directement autour de tes organes vitaux. Et c'est elle qui est la plus dangereuse pour ta santé parce que c'est cette graisse-là qui va provoquer l'inflammation, qui va faire monter ta pression artérielle, qui va engorger ton foie, qui va pousser ton corps vers le diabète, les maladies cardiovasculaires, la stéatose hépatique et bien d'autres problèmes de santé comme le déclin cognitif ou certains cancers. Donc, quand on parle ici de gros ventre, ce n'est pas juste une question d'apparence, c'est ce qui se passe à l'intérieur qui doit t'inquiéter parce que tout part de là. J'ai d'ailleurs créé une vidéo où je te présente 10 signes qui montrent que tu souffres peut-être de résistance à l'insuline sans le savoir. Si tu veux vérifier si ça s'applique à toi, après cette vidéo, je t'invite fortement à aller la regarder. Je vais mettre le lien en description. Maintenant, je vais te confier quelque chose d'important. Après mon diagnostic de stéatose hépatique, j'ai compris que je ne pouvais plus continuer comme ça. C'est là que j'ai commencé à me former, à faire des recherches sur la santé métabolique. C'est là que j'ai commencé à m'entraîner, à structurer mon alimentation, à faire attention à mon mode de vie. Et plus j'avançais, plus je réalisais que je faisais vraiment n'importe quoi avec ma santé et qu'il fallait que je change ça très vite. Et c'est là aussi que j'ai compris quelque chose que mon père me disait plus jeune. Mon père, il me répétait souvent une phrase quand j'étais plus jeune et que je faisais une bêtise. Il me disait, quand la tête est vide, c'est le corps qui souffre. À l'époque, je rigolais quand il disait ça. Mais le jour où j'ai reçu mon diagnostic de stéatose hépatique, cette phrase-là a pris tout son sens. Parce que c'est exactement ça. Quand tu ne sais pas, quand tu n'es pas informé, quand tu vis dans l'ignorance par rapport à ta santé, c'est ton corps qui en paye le prix. Et c'est là que je vais attirer ton attention sur quelque chose de très important et que tu refuses d'admettre. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo en ce moment et qui se reconnaissent dans ce que je décris. Des personnes qui se sentent fatiguées au quotidien sans comprendre pourquoi. Des personnes qui ressentent un coup de fatigue après les repas. Des personnes qui ont pris du ventre au cours des années et qui trouvent ça normal. Des personnes qui ont des douleurs articulaires, de l'inflammation, qui se sentent lourdes, qui manquent d'énergie, qui sont essoufflés au moindre effort et qui vivent avec tout ça en se disant que c'est juste la vie, que c'est normal, que c'est l'âge. Mais voici ce que je tiens à te dire. Ce n'est pas normal parce que la vieillesse, ce n'est pas une maladie. Et ça, c'est le piège. Ces symptômes-là, ils s'installent lentement. Ils progressent en silence et ils te donnent l'impression que c'est ta nouvelle normalité. Tu t'habitues, tu apprends à vivre avec, tu finis par ne même plus te poser de questions. Et je sais aussi qu'il y a des personnes qui sont conscientes du problème. Elles savent que quelque chose ne va pas, mais elles repoussent à plus tard. Elles se disent ce n'est pas urgent, que ça peut attendre, que pour l'instant, ça ne les empêche pas de fonctionner. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que ça prend en moyenne 10 à 15 ans avant de diagnostiquer un diabète de type 2. Ça veut dire que la plupart des gens qui finissent par recevoir un diagnostic souffraient déjà de résistance à l'insuline bien avant. Certains depuis des années sans le savoir. Parce qu'avant qu'un diabète de type 2 ne soit diagnostiqué, il y a d'abord la résistance à l'insuline qui s'installe. C'est ce qu'on appelle aussi le prédiabète. Et comme tu l'auras bien compris, le problème avec la résistance à l'insuline, c'est que ça ne fait pas mal. Il n'y a pas de gros symptômes évidents. Ce sont juste ces petits signes que je viens d'évoquer. Ces petits signes au quotidien qu'on a évoqués tout à l'heure. La fatigue, le ventre qui grossit, les coups de barre après les repas, des choses qu'on banalise. Et c'est justement parce qu'on les banalise qu'on ne fait rien. Pourtant, si on agit tôt, on peut corriger le problème avant qu'il ne soit trop tard. Mais ce que tu ne vois pas aussi, c'est que les effets se cumulent. Chaque jour que tu reposes, chaque semaine que tu laisses passer, le problème avance. Et le jour où ton corps décide de te lâcher, il ne te prévient pas. Par exemple, on va voir un homme qui va se coucher le soir, il se sent bien, il dort et le matin, il ne se réveille pas. Un AVC durant la nuit. Et qu'est-ce qu'on entend dans la communauté?
On va voir des gens qui vont crier à la sorcellerie. On va dire que c'est l'oncle du village qui l'a tué. On va accuser le voisin jaloux. Pourtant, cet homme-là, il vivait depuis des années avec tous ces symptômes. Les signes étaient là, mais personne ne les a pris au sérieux, lui le premier. Alors, si aujourd'hui tu te reconnais dans cette vidéo, ne repousse pas à demain. Parce que demain, c'est peut-être un jour de trop. Et pour t'aider donc à ne pas repousser à demain, à passer à l'action aujourd'hui et à reprendre le contrôle de ta santé, je te propose un plan d'action en 3 étapes. On a parlé tout à l'heure de la résistance à l'insuline. On a vu que c'est la cause principale derrière tous ces problèmes. Donc, l'objectif ici, ça va être d'agir directement sur cette résistance à l'insuline. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent causer la résistance à l'insuline. Mais les facteurs sur lesquels tu as le plus de contrôle, c'est ton alimentation et ton mode de vie. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu vas donc agir sur ton mode de vie afin de réguler ton insuline et de combattre la résistance à l'insuline pour prévenir ces problèmes-là. Et ça va passer donc par les 3 étapes que je vais te présenter. Reste bien attentif et prends bien des notes. La première étape, ça va être d'adopter une alimentation qui a un faible impact sur ton insuline et qui ne crée pas de l'inflammation. Concrètement, ça veut dire que tu dois éliminer 2 catégories d'aliments dans ton alimentation. D'abord, tu vas éliminer les aliments qui stimulent fortement ton insuline. Je parle ici des aliments transformés, les chips, les sodas, les pains blancs, les yaourts sucrés, les céréales du petit déjeuner, les viennoiseries. Tous ces aliments-là, ce sont des aliments qui sont pauvres en fibres, pauvres en nutriments et qui provoquent des pics d'insuline et créent la résistance à l'insuline sur le long terme. Ensuite, il y a les aliments qu'on appelle des aliments pro-inflammatoires. Par exemple, les huiles végétales qu'on appelle encore les huiles de graines comme l'huile de tournesol, l'huile de maïs, l'huile de canola, l'huile de soja. Ces huiles-là sont riches en oméga 6, en gras trans, qui sont des substances qui vont favoriser de l'inflammation dans ton corps. Tu vas donc remplacer ces aliments-là par ce que j'appelle les vrais aliments. Ça veut dire que des aliments qui sont bruts, naturels, non transformés, tels qu'ils existent dans la nature. Des poissons gras, par exemple, riches en oméga 3 comme le saumon, la sardine, le maquereau, des œufs, de la volaille, de l'huile d'olive extra vierge, des avocats, des noix, des légumes en abondance et des glucides complexes comme le quinoa, les patates douces, les légumineuses. Mais un point important ici que tu dois comprendre, c'est que plus tu es résistant à l'insuline, plus tu dois contrôler tes glucides, même ce qu'on appelle les bons glucides. La deuxième étape ici, ça va être de rééquilibrer le rythme de tes repas parce que tu peux manger les meilleurs aliments du monde. Si tu manges tout le temps, tu ne laisses jamais à ton corps la possibilité d'aller puiser dans ses réserves de graisse. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu manges, même si tu manges des bons aliments, tu vas déclencher la sécrétion d'insuline. Donc, si tu manges 5 à 6 fois par jour, ton insuline va rester élevée en permanence et ton corps va rester en mode stockage. Ça va créer la résistance à l'insuline et les problèmes de santé qui s'en suivent. Donc, l'idée ici, ça va être de réduire la fréquence de tes repas pour permettre à ton insuline de redescendre. C'est le principe du jeûne intermittent. Donc, ce que moi je te propose ici, c'est que tu peux commencer par un protocole 16-8. Ça veut dire que c'est un protocole de 16 heures. Tu as 16 heures où tu ne t'alimentes pas et tu as 8 heures pour manger. Par exemple, si tu prends ton dernier repas à 19 heures la veille, tu peux prendre ton premier repas à 11 heures le lendemain. Par contre, si tu souffres de problèmes tels que le diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires ou d'autres conditions de santé particulières, je t'invite fortement à en discuter avec ton médecin avant de mettre quoi que ce soit en place. La troisième et dernière étape, c'est d'optimiser ton mode de vie. Tu peux avoir la meilleure alimentation du monde. Tu peux espacer même correctement tes repas. Si ton mode de vie travaille contre toi, tu vas saboter tous tes efforts. Parce que tu dois comprendre que le stress chronique dérègle ton insuline. Le manque de sommeil dérègle ton insuline. La sédentarité dérègle ton insuline. Donc, ce qu'il faut faire ici, ça va être d'agir sur ces 3 leviers-là. Tu dois donc intégrer une activité physique dans ton quotidien, que ce soit la musculation, la marche ou tout simplement le fait de bouger plus au quotidien. Tu dois aussi améliorer et prioriser ton sommeil et tu dois apprendre à gérer le stress, notamment à travers des pratiques comme la méditation ou la respiration profonde. Ces 3 étapes-là, c'est la base pour commencer à changer les choses. C'est ce que tu dois commencer à mettre en place dès aujourd'hui. Maintenant, si tu veux comprendre plus en détail comment appliquer ces 3 étapes-là pour perdre ce gras du ventre en régulant ton insuline, j'ai créé une vidéo complète où je t'explique exactement comment tu peux le faire dans les 30 prochains jours. Elle va apparaître juste ici sur l'écran. Clique dessus, regarde-la. Et avant de te laisser partir, je veux que tu retiennes une chose de cette vidéo. Je t'en prie, arrête de croire que un gros ventre est un signe de richesse. Parce que comme tu l'auras bien compris aujourd'hui, ce ventre-là, il te tue en silence. Je te dis à très bientôt. C'était Arthur.